Alors, est-ce qu'on peut démarrer? On peut démarrer? C'est bon? On a le plaisir d'avoir Adeline avec nous. Adeline Grattard, Yamcha, Laïcha, boutique Yamcha, tout un écosystème. Salut. Bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est un écosystème, mais c'est un système à faire fonctionner au quotidien. Alors, on a beaucoup de chance de t'avoir avec nous pour plein de raisons. On a beaucoup de chance de t'avoir là. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Oui, oui, c'est ce que tu me dis, mais tu ne sais pas à quel point on a besoin de toi. On a besoin de toi pour parler de ton identité franco-chinoise et toute la richesse de la culture culinaire que tu as construite depuis 2009 ici à Paris. On a besoin de toi aussi parce que Omnivore fête ses 20 ans et toi, tu es une valeur sûre d'Omnivore. Tu as vu les débuts et on en parlera tout à l'heure. Je vous annonce le menu en fait, le menu de la rencontre d'aujourd'hui. On parlera de l'identité, on parlera d'Omnivore et de tes souvenirs, parce que Luc Dubanché, il en a d'autres aussi, c'est drôle. Et puis on en a beaucoup parlé aujourd'hui sur d'autres tables rondes, de la communication des chefs. Et c'est un sujet qu'on a évoqué toutes les deux, et où tu m'as dit, moi je suis complètement hors système, mais j'ai un avis quand même à donner. Et comme tu es la plus discrète des chefs que je connaisse, on pourra en dire un mot. Ça te va? Ça me va très bien. Moi, je suis très contente d'être là à nouveau. J'ai comme l'impression, quand on dit qu'Omnivore a 20 ans, qu'il y a quand même une certaine maturité d'Omnivore qui s'est installée, ouais. Une évolution aussi. Ça fait toujours aussi peur de parler. Ça change pas. Oui, mais ça va, on est entre nous. Mais je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je pense qu'Omnivore a toujours donné aux chefs un moment pour s'exprimer, que ce soit par une démonstration de cuisine ou par une analyse de son parcours. Et ça, c'est très propre à Omnivore. Et donc, quand on te dit venir parler avec nous, au début, ton premier acte, c'est de dire non, non, non. Et puis après, tu nous dis oui. Hein? J'ai toujours le sentiment d'être débordée. Je pense que je le suis. Mais bien organisé, on trouve toujours un peu de temps. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu épineux de ne pas avoir envie de parler, parce que je préfère être dans mes gamelles, je préfère être avec mon équipe, dans mon restaurant, que de m'exprimer. Alors c'est pour ça qu'on a de la chance, parce qu'on va passer un peu de temps ensemble sur justement ces 3 sujets-là. Et on va commencer par le début. C'est-à-dire, tu vas nous raconter un peu l'écosystème de Yamcha et nous dire comment ça fonctionne dans la famille Grattard, Yamcha, Laïcha et la boutique Yamcha. Donc Yamcha est né en 2009, après un parcours de cuisine classique. J'ai fait l'école Ferrandi, une reconversion, j'ai fait des études d'allemand, mais ça, à 20 ans, je me reconvertis à la cuisine. Je fais l'école Ferrandi, avec des apprentissages très nourrissants. Flora Mikula, aux Olivades. C'était ton apprentissage? C'était ma maître d'apprenti. Donc une femme chef qui me donne le goût du courage, qui me donne le goût de l'effort et qui m'ouvre la porte sur... je ne sais pas si vous connaissez Flora Mikula, mais c'est une femme qui aime la vie, qui a des amis, qui a une famille et qui me montre que la vie parallèle est possible, même si elle bosse comme une dingue et qu'elle a un établissement qui fonctionne à 200%. Ok. Donc je monte dans le train avec elle lors de mon apprentissage. C'est 80 heures par semaine, c'est un choc terrible. Je pense que en fac d'allemand, j'étudiais 12 heures par semaine. Voilà. Tu t'y attendais pas? Sans trop de peine. Et j'apprends à avoir mal partout, j'apprends à me brûler, j'apprends à me couper, à me faire insulter. C'est le monde de la cuisine. Mais très vite, je me dis, ok, c'est bien, mais il va falloir être vite indépendante. Donc, je fais mon parcours, je poursuis avec l'école supérieure de cuisine française à l'époque, elle s'appelait comme ça, c'est Ferrandi. Et puis, j'ai la chance d'être employée chez Pascal Barbeau à la sortie de l'école. Comment tu le rencontres?
Je passe voir sa carte. Tu vas à la rue Beethoven? Je vais à la rue Beethoven. Je cherchais un emploi, enfin où travailler. J'étais encore à l'école, mais où travailler après. Et puis j'avais lu un magazine qui s'appelait Saveur. Je ne sais pas s'il existe toujours, je crois pas. Si, je sais plus. Je sais plus. Saveur, où il y avait un article sur Pascal Barbeau et Christophe Roy, qui sont là aujourd'hui, et où ils étaient très en vogue. Ils venaient d'ouvrir, c'était 2001, je crois. Tu passes devant, tu y vas. Bref, je me dis, il faudrait peut-être voir là-bas, ça a l'air bien, ça a l'air nouveau. Et du coup, je passe là-bas, je vois sur le menu foie gras, groseille, gingembre. Ça me touche et je me dis, c'est peut-être là qu'il faut aller travailler. Donc, je passe la porte. Je ne suis pas très bien accueillie par un second de cuisine qui me dit, on cherche personne. À ce moment-là, j'étais encore en stage chez Yannick Aleno. Et le soir, j'appelle. Je me revois appeler... à l'époque, je ne sais pas, j'ai appelé d'une cabine du personnel. Je ne sais pas, je me revois mettre, je ne sais pas, une pièce. Je crois que c'est une pièce. Tu te revois? Je me revois appeler et demander à parler au chef. Et j'ai parlé au chef et il m'a dit, venez me voir. Ok, j'ai déposé mon CV. Et puis il me dit, pour l'instant, je ne cherche personne. Mais tu sais, j'ai toujours une fille dans ma brigade. Alors je garde... Voilà. Okay. Et puis donc je me suis engagée dans un restaurant, le restaurant du Montparnasse 25, avec Christian Moine, à la sortie de l'école. Et puis j'étais pas très heureuse là-bas. D'accord. On était nourris de frites et de cordons bleus pour le personnel et je ne mangeais pas. Je me souviens être allée dans le vestiaire et regarder mon téléphone qui était un petit Nokia et de voir un appel manqué. Je rappelle, et en fait, c'était Pascal Barbeau qui m'avait appelé en me demandant, en me disant, j'ai Rosemary qui s'en va, j'ai toujours une fille dans ma brigade, il répète le truc, et, est-ce que tu veux venir essayer? Et j'ai dit, mais oui, tout de suite, quand? Et je suis venue essayer. Ça a duré 3 ans? Voilà. Bref, il m'emploie. Je pense que c'est la pire galère de ma vie. Je descends en dessous terre, je me sens horrible, humiliée, ne sachant rien faire, ça se passe très très mal. Je souhaite partir et Pascal me dit, le chef me dit, si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, accroche-toi. Bon, bref, j'y suis restée 3 ans, c'est mon mentor, je l'adore. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait rester quand c'était difficile? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es accrochée? Je pense que tous les cuisiniers qui travaillent pour Pascal Barbeau sont amoureux de Pascal Barbeau. C'est ça. C'est pas amoureux d'acte. Il a une passion pour la cuisine, une passion pour les produits. Il est animé, c'est quelqu'un d'animé, c'est quelqu'un d'extrêmement vivant. Et on a juste envie de le suivre. Et on voit combien de personnes il a formées maintenant. C'est incroyable. On est tous pratiquement devenus indépendants. Qu'est-ce que tu gardes de cette période? Qu'est-ce qu'il y a de la période Astrance dans ta cuisine aujourd'hui? Je dirais que c'est jamais abandonné, toujours chercher. Et au-delà de la recherche du produit, le bon assaisonnement, bon, voilà, maintenant on sait tous ce que c'est. Moi, j'ai 45 ans, je ne cherche plus ça. Mais en fait, c'est de toujours être animé, d'être excité par l'envie de servir ce qu'on sert. Parce qu'il faut avoir envie tous les jours, midi et soir, de faire des assiettes vivantes, d'y mettre son cœur, d'y mettre sa foi. Et je pense que avec le recul, c'est ça que je retiens de Pascal Barbeau. Parce que lui, après des années, je suis sûre qu'il est toujours comme ça. Oui. Alors justement, tu parlais des assiettes vivantes. On va rentrer un peu dans l'identité culinaire de Yamcha. Est-ce qu'on peut dire que c'est franco-chinois? Ça te convient, ça? Ou c'est un peu réducteur? Ça me convient. Je n'ai pas du tout envie de classifier notre cuisine, de ce qu'on fait. Je dirais que c'est une cuisine de cœur, d'envie, et mon parcours a fait que entre une période à Hong Kong, entre avant beaucoup de voyages avec mes parents, il y a une attirance pour l'exotisme, il y a une attirance pour les îles.
et Hong Kong est une île. C'est vrai. Je ne pourrais pas cuisiner. Je pense que je ne serais jamais partie travailler pour Bernard Loiseau, Oui. alors que je suis bourguignonne. Qu'est-ce que c'est ce goût du voyage? Il vient d'où? Il vient de mes parents, clairement, qui est un couple modeste. Mes parents, un couple modeste de Bourgogne qui c'était des bosseurs, et puis dès qu'ils avaient un peu d'argent, eh ben, ils claquaient tout pour des voyages. Et dans les années 80, c'était pas si évident que ça de prendre l'avion à 4. Ils adoraient manger. Je pense que c'était des moments où ils étaient extrêmement détendus. Et puis, ils nous faisaient passer ça. Et quand on voit ses parents en plénitude, s'aimant, mangeant, et ben, ça véhicule chez les enfants un bien-être qui fait que j'étais très touchée par le repas, par la nourriture quand j'étais petite. J'y étais sensible, mais c'est mes parents qui ont conduit ça. Et puis petit à petit, le côté asiatique, Hong Kong, te touche de plus en plus. Alors il y a un petit peu d'histoire. Ma tante, qui a maintenant 80 ans, elle est partie très jeune, à l'âge de 18 ans, à Hong Kong. Sa vie a fait qu'elle avait envie de se sauver de France. Et elle s'est mariée et après elle est revenue à Hong Kong et elle nous invitait, elle nous a fait découvrir les dim sum, c'est-à-dire faire yam cha à Londres, boire du thé en dégustant les bouchées vapeur et choisissant sur les chariots I want this, oh this one, et devenir complètement fou mais hystérique avec ces chariots de raviolis. Donc c'est devenu quelque chose, presque une obsession, que tu avais envie de cuisiner ça? C'était pas une obsession, mais c'était un réel plaisir. Et ça, je pense que c'est la clé de peut-être pourquoi je suis partie en cuisine, c'est parce que j'aime manger, et puis parce que j'aime nourrir. Alors les dim sum, il fallait apprendre à les faire? Alors ça, j'avouerais que c'était plutôt un échec. C'est très très dur les dim sum. C'est vrai. C'est un monde où il y a un énorme savoir-faire. Il aurait fallu trimer des années à peser la farine pour le mettre dim sum, pour avoir le droit d'y toucher. C'est un petit peu comme au Japon. Ouais. C'est très hiérarchique et j'ai eu l'occasion de faire des stages grâce à Shiwa qui m'a introduit et qui venait pour traduire. Mais c'était très difficile aussi en tant que femme d'être introduite. Que venait faire cette jeune femme de France? Elle venait juste observer, mais en fait non, je venais apprendre. Donc on me laissait pas trop toucher. J'ai vu, et du coup j'ai rêvé quand je suis revenue à Paris de faire un peu plus de dim sum. J'y suis jamais arrivée. Et croyez-moi, je vais raconter une petite anecdote. Le jour de l'ouverture de Yam Cha, le 25 mars 2009, je rêvais de servir les hakao. Les hakao, c'est les ravioles transparentes. C'est un vrai défi, hein. C'est un vrai défi de pouvoir les faire. Et toute l'après-midi, j'ai suinté sur les hakao, j'arrivais pas à les faire, ils craquaient tous et tout. Et j'en ai réussi quelques-uns. Et c'est François Simon qui les a mangés le soir de l'ouverture. Et c'est clairement lui qui a lancé le restaurant. Yam Cha, le hit du printemps. Mais je crois qu'il ne le sait pas, je vous fais une vraie confidence, il n'y a que lui qui les a mangés. Parce que tous les autres, ils étaient inservables. Inservables. Tu lui as donné les 3 qui étaient mangeables, c'est ça? Ben oui, lui, il a eu le panier. Après, il était arrivé en premier. Est-ce que j'ai eu le discernement à ce moment-là? J'étais tellement en panique et en stress de me dire, OK, je les sers qu'à François Simon. Je ne crois pas. Je crois que c'est parce que c'était le premier, en fait. Alors, tu me disais tout à l'heure, Yam Cha, il y a une signification. Donc, Yam Cha veut dire manger des dim sum et boire du thé, coutume cantonaise, surtout hongkongaise, le matin. OK. Et donc, on a appelé le restaurant comme ça parce que j'ai eu un vrai coup de foudre pour ces bouchées. Et c'était très populaire. Et le nom, la consonance, le Y, le graphisme aussi me plaisait. On a appelé le restaurant comme ça. Et de là, après, arrive la boutique Yam Cha. La boutique Yam Cha, elle est née quand on a décidé de déménager après 6 ans rue Sauval, où on avait 70 mètres carrés. C'était très petit. On était à 2 en cuisine. J'ai commencé toute seule. Après, j'ai pris une aide. Ça devenait très lourd, très étriqué.
Le plafond était très bas, c'était très sombre. On a eu l'opportunité de déménager à 30 mètres. Mais j'avais très peur, je ne voulais pas déménager. Et là, j'ai dit, OK, on déménage, mais on garde la petite rue Sauval, parce que si on se plante, au moins, je pourrais cuisiner dans la petite rue Sauval. Ouais. Et du coup, est née la boutique Yamcha, où là, on y sert des bao, des brioches vapeur, et du thé. Et Chiwa vend du matériel et des thés au grammage, enfin voilà, tout un assortiment de ce qu'on peut retrouver au restaurant gastronomique en termes d'accords. Accord, thé et vin. Tout ce qui est boutique. Thé. Accord, mets et thé. Mets et thé, pardon. Oui. Donc la boutique Yamcha, le thé, et Yamcha, le restaurant gastronomique. Et puis, il y a et puis après, 2016, on a des clients qui viennent nous voir en me disant, Adeline, tu as une grande famille, nous on part, on est rue du Jour, on a un fonds de commerce, on veut le vendre, tu serais hyper bien dedans. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de mon 3e et j'ai dit non, jamais, pas de 3e projet, ça suffit. J'étais déjà bien débordée. Et puis je vais voir le lieu est complètement atypique. Et on se lance, je dis ok, c'est bon, allez, on y va. Et donc de là est né le Lai Cha. Lai Cha, c'est une boisson hongkongaise à base de lait concentré et de thé cuit. Un thé noir qui cuit au moins 20 minutes, qui est surchauffé et qui est un peu sucré. Alors c'est le booster. Les Hongkongais boivent très peu de café, mais ils boivent du Lai Cha. C'est le boost de caféine, de théine. C'est un peu l'équivalent du chai, comme l'énergie. C'est bien plus fort. Ah ouais. Parce que le thé noir est cuit, c'est hyper chargé, ça fait taper le cœur. Tu le cuis longtemps? Oui. Et donc il y a une extraction de théine qui est énorme. Et moi, je me souviens, j'ai toujours adoré le goût, mais m'être sentie au bord du malaise après en avoir bu dans les rues de Hong Kong avant d'aller travailler. Alors, on va reprendre un petit peu, tu sais, avec le cœur des chefs, on aime bien creuser l'identité et voir les étapes qui t'ont mené à ta cuisine d'aujourd'hui. Si on reprend à 2009, au moment de ton ouverture, c'était quoi l'identité de Adeline Grattard à ce moment-là? Il n'y en avait pas, il n'y en avait aucune. Quand on ouvre un restaurant, on veut faire, mais moi, il m'est arrivé, j'ai eu le trou blanc. En fait, une semaine avant d'ouvrir, tout le monde me demandait t'as fait ta carte? Et je disais oui. Je savais pas quoi cuisiner. Ouais. Et là, Pascal Barbeau, encore, il revient sur le tapis parce qu'en fait, il est hyper important dans mon parcours. Je l'appelle en larmes. Chef, j'ai pas de cabis. Le cabis, c'est le numéro pour l'entreprise, pour faire ses courses de manière professionnelle. Je peux pas aller à Rungis. J'ai pas de produits. J'ouvre dans 2 jours. Enfin, l'horreur. Et il me dit, c'est pas grave, on va aller ensemble, je vais te les acheter, tes produits. Donc on se fait Rungis ensemble, il me charge ma chambre froide, et puis il me dit, tu vas peut-être leur faire tes aubergines à la sichuanaise, ce que je faisais pour le personnel à l'époque. Avec du canard, ils vont être bien tes clients avec ça. Tu avais pensé à ça? Comment? Tu n'avais pas pensé à ça? Non. Mais c'est quelque chose que j'avais appris à faire, mais pour moi, servir des aubergines à la sichuanaise, c'était pas chercher, je sais pas, je voulais... Tu voulais quoi? Je sais pas ce que je voulais. Et c'était 2 jours après? Je sais plus. Et bref, j'ai fait le canard, les aubergines à la sichuanaise, je faisais du poisson vapeur. Et d'un seul coup, quand on a ouvert, avec François Simon qui avait publié dans la nuit Yamcha, le hit du printemps, vous pouvez vous imaginer que le téléphone sonnait. Et je disais, mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir. C'était une torpeur. Mais avec des collaborateurs, des gens qui ont travaillé pour moi à l'époque qui étaient très proches. Une amie qui a fait l'école de cuisine avec moi, avec l'école Ferrandi, qui était cuisinière mais qui a fait la salle parce qu'elle avait une expérience. Ouais. On s'est soutenus et puis on a travaillé. On a beaucoup travaillé. Et puis ça a démarré et je me suis dit, bon Dieu, puise dans tout ce que tu as mangé depuis que tu existes. Puise dans tout ce que tu aimes. Et puis j'ai cuisiné ça. Et alors avec le recul, tu dirais que c'était quoi cette cuisine de l'époque? Ça partait dans tous les sens? Non. C'était une cuisine très personnelle. C'était une volonté de bien faire extrême. Ouais.
parce qu'en jeu, il y avait l'argent de mon grand-père, parce qu'il y avait aussi un soutien familial qui était très profond. Il ne fallait pas se planter. Oui. Et donc, il y avait une dévotion, je pense, dans mes assiettes. Il y avait une volonté et ça a fait que ça a démarré, ça a pris. Alors, ça doit être loin d'être parfait. Les gens attendaient, c'était... Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et puis peut-être qu'à l'époque, la concurrence était moins... il y avait moins de restaurants en 2009, donc peut-être que cet exotisme était nouveau. Et puis il y avait la Corté avec l'été, qui était nouveau. Donc les journalistes se sont intéressés à nous parce qu'il y avait des choses à écrire, il y avait des choses à raconter sur cette fille qui avait bossé à Hong Kong, dont le mari faisait des accortés. C'était nouveau. Donc on s'est intéressé à nous. Et puis on sait très bien que quand un restaurant est complet, ça met le... Ah ben c'est complet, ben je veux y aller. Ça fait monter la sauce. Bien sûr. Voilà. Ça fait boule de neige. Voilà. Alors, on va parler un peu de ton organisation en cuisine. Parce que comme tu as une cuisine qui est extrêmement spontanée, tu me parles de jet d'énergie. C'est ça que tu mets dans la cuisine. Et donc, une mise en place qui était plutôt cadrée et avec sa possibilité à toi de pouvoir rester super instinctive jusqu'à il y a quelques mois. Mais en tout cas, c'était ton fonctionnement de départ. C'est ça ? Il y a eu des époques très différentes parce qu'on fait toujours bien quand on est bien accompagné. Donc, il y a toujours en restauration beaucoup de mouvements dans les équipes. Donc, quand l'équipe était en place et savait un petit peu ce que je voulais, je demandais de préparer des bases. Des bases. Et quand j'étais vraiment aux manettes, parce que je le suis moi maintenant, je vous expliquerai pourquoi, il y avait des bases de prêtes et sortaient des plats beaucoup plus... J'avais quelque chose dans la tête, mais j'arrivais pas à l'exprimer, j'arrivais pas à dire à mes cuisiniers ce que je voulais. Donc tu le faisais toi-même ? Ben, je le faisais moi-même. Ben oui. Et je disais aux personnes qui étaient responsables de poste de me préparer ça, ça, ça. Je pense que Marine, tu t'en souviens, on a Marine dans la salle qui est sommelière chez nous et qui est depuis 11 ans dans la maison. On fera un petit, voilà, on fera une petite présentation de team. Et elle, parce qu'elle était chargée de faire les accords, je pense qu'elle flippait en fait, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait sortir. Les accords avec quoi? Et c'est comme ça que Yamcha fonctionnait, parce qu'en fait, je me suis dit, si je mets des recettes en place, eh ben, je ne serai plus dans ma cuisine. Parce que cuisiner la même chose tous les jours, je peux vous dire que ce n'est pas passionnant. Il y a de la besogne, il y a du répétitif. Et quand on a 3 ou 4 enfants à la maison, ben on préférerait bien être avec ses enfants plutôt que de refaire suer l'oignon et d'y mettre du vin blanc. Donc, je me suis dit, si tous les jours tu cuisines, au moins tu seras dans ton restaurant. Et puis tu trouveras des solutions pour faire garder tes enfants. Voilà, c'est un peu ma vie, c'est un peu comme ça. J'adore cuisiner, j'adore Yamcha, j'adore ce que je fais. Donc ça, c'était ton organisation? C'était notre organisation, mais les choses ont bien... il y a 4 mois. C'était il y a 4 mois. Mais les choses ont bien changé, malheureusement. Et sans dépeindre un tableau très négatif, la restauration manque énormément de personnel. Et depuis mi-mai, je suis passée en salle. J'ai dû passer en salle parce que le directeur de restaurant est parti et puis je n'ai trouvé personne pour le remplacer. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais passer en salle. Parce qu'il y a Léonard aussi, il a dû partir, mais Léonard qui est là depuis 7 ans et qui est capable de faire un petit peu à ma place, pas dans la spontanéité, mais dans l'exécution. Et sauf qu'il peut, on fonctionne sur le mode sauf qu'il peut. Et ce qui fait qu'en ce moment, il y a un petit peu moins de spontanéité. Ça veut dire que c'est toi qui es en salle maintenant sur Yamcha? Moi, j'ai envie de dire, j'aide en salle, parce que je n'ai jamais fait de salle avant, donc c'est plutôt laborieux. Après, les clients sont très contents de me voir et ça passe plutôt bien. Et c'est un peu une mascarade, en fait, parce qu'on a perdu beaucoup de professionnalisme. On avait avant un service très précis. Johan Grégory, qui dirigeait la salle, a mis quelque chose de très précis en salle. Bon, il est parti. On a Marine qui est gorgée de ce qu'ils ont mis en place, mais qui est aussi
surtout sur le vin. Et donc l'idée, c'était pas... Elle aurait pu tenir la salle comme tenait Johan, mais je ne voulais pas la déconcentrer. Son point fort, c'est le vin. Oui. Donc, je dirais que j'épaule Marine en portant les assiettes et puis en faisant des explications de mes plats. Mais par contre, tu as trouvé que ce nouveau rapport un peu inopiné avec tes clients, parce qu'en général, tu étais en cuisine, avait quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, quand on pose ces assiettes sur la table, on les regarde sous une autre lumière et puis on les présente. Quand on est en cuisine, on essaie de se persuader que ce qu'on envoie, c'est bien parce qu'on est sur le rythme du service, puis il faut envoyer. Ah, c'est bon, ça va. Allez. Allez, on y va. Et puis, et en fait, quand on pose les assiettes dans la salle où c'est beaucoup plus calme, et là, on regarde l'assiette. Et là, on voit la débandade. Là, tu vois les défauts. Ah ben, on voit les détails. Et je pense que le fait de décrire l'assiette au client m'a clairement fait analyser beaucoup plus ma cuisine, m'a clairement ouvert les yeux sur ce qui n'est pas bien. Donne-moi un exemple. Dis-moi quelque chose où tu t'es dit, là, ça va pas, il faut que je change ça. La semaine dernière, on a servi un mapo tofu. C'est un ragoût de tofu et j'étais persuadée, j'avais envie de faire mon mapo tofu, j'étais persuadée qu'il était délicieux. Si, il est délicieux. Et puis quand je l'ai servi sur table, je me suis dit, c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais c'était visuel. Tu t'es dit juste au visuel? Non, je pense que c'était mal conçu. Et c'est le fait de le servir à table qui t'a... Oui, mais sinon, je serais restée dans mon trip. J'ai mangé ça à Chengdu, j'ai envie de servir ça, c'est top. Ouais. Donc, et quand je l'ai posé, quand j'ai débarrassé, quand c'est délicieux, les gens parlent. On demande chez Yam Cha, on ne demande jamais, ça vous a plu, on trouve que c'est sur 6-8 plats, ça vous a plu, bon. Généralement, on laisse les clients s'exprimer, on ne dit rien. Et quand c'est bon, ils le disent. Tout de suite. Quand ils disent rien, on sait qu'il faut changer. Donc c'est quand même pas mal d'avoir ce regard un peu différent maintenant. C'est intéressant. Par contre, t'aimerais bien quand même avoir des gens qui ont envie de venir travailler en salle. J'aimerais bien avoir des jeunes dans la salle. On a Adam, on a un jeune qui est en école, qui vient nous aider de temps en temps le soir, qui fait un très bon démarrage dans le métier. Et j'aimerais bien avoir des gens comme ça qui ont envie il vient en extra chez nous, donc il n'est pas sur le marché du travail, mais d'avoir des jeunes comme lui qui se présentent et qui, au bout d'un moment, avec un peu d'exercice, se collent à la maison. En fait, c'est ça, c'est tellement dur de gagner l'esprit d'une maison. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour leur donner envie de faire ce métier? Je ne sais plus quoi dire. Honnêtement, je ne sais plus quoi dire. Êtes-vous prêts à travailler autant qu'on a travaillé? Parce que c'est le gros problème. On a une génération, moi je suis de 78, les générations d'avant on n'en parle même plus, mais il faut quand même évoquer que ces générations de père en fils, les trois gros, il y en a tellement, les bras, les relingés, qui ont des maisons exceptionnelles, c'est parce qu'il y a une labeur derrière, il y a une dévotion. Alors nous, on est des jeunes restaurants, on a du succès, on peut peut-être virer sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Oui. Construire l'histoire d'un restaurant, c'est la durée, c'est la pérennité et c'est le travail des gens. Et qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? J'étais à l'Élysée vendredi au déjeuner des grands chefs. Monsieur Macron pour l'occasion de la Coupe du Monde de rugby a réuni les chefs comme il l'a fait plusieurs fois. Et parce qu'il sent bien que le métier souffre énormément et il voulait nous encourager. Et il nous a dit surtout, continuez avec les écoles de cuisine, employez des jeunes, prenez des formations. Bien, d'accord. Mais alors, quand on prend un jeune en CAP, on a, je vais être très dur, mais 90% de chances qu'il abandonne. Alors, si on le met au rythme où nous, on travaille. C'est le rythme qui l'arrête. C'est le rythme. Maintenant, les jeunes,
l'après-Covid, et je pense que la restauration n'est pas la seule touchée, le seul corps de métier touché. On a envie de temps libre, on a envie de ne plus passer sa vie au travail, et je l'entends. Moi-même, j'ai été séduite par passer mes soirées à la maison pendant le Covid. Oui. Et donc, il faudrait trouver maintenant un nouveau moyen d'employer, de libérer un petit peu les gens, parce que je pense qu'on y arrivera. On ne peut plus forcer les gens à travailler 14 heures, ça ne marche plus, ils ne veulent plus s'engager. Tu penses à quoi quand tu dis qu'il faudrait inventer quelque chose? Je n'ai pas de solution, mais il faudrait pouvoir employer en continu. Beaucoup de restaurants se sont mis à le faire. Sont-ils rentables? Vont-ils durer sur les années? Ont-ils une vraie notion de service pour leurs clients, une vraie notion d'être là, une vraie parce que c'est un métier, et justement, Emmanuel Macron l'a justement dit, en fait, quoi qu'il arrive dans votre vie, les coups durs, les maladies, votre restaurant, il est toujours ouvert. Oui. Parce qu'il faut l'ouvrir, parce qu'il est complet, parce qu'il y a des réservations, et vous l'honorez. Même si vous avez 42 de fièvre, ou que vous venez de perdre un proche. Et ça, je ne sais pas si ça peut perdurer avec les mentalités d'aujourd'hui. Sauf si la passion, comme tu es contagieuse, et dans ton équipe, Marine, regarde, qui est là depuis 11 ans, c'est bien qu'elle a envie de continuer cette histoire. C'est une aventure qui dure. Oui, c'est une aventure qui dure. Il n'y a pas que Marine, il y a aussi Sanchez. Alors Sanchez, lui, c'est un gars qui vient de chez Lasserre, de la maison Lasserre, de cette maison prestigieuse. Et puis il a voyagé, et puis quand il est revenu, il n'avait pas de boulot, et nous, on n'était pas bien, on manquait de personnel déjà à l'époque. Et il s'est engagé chez nous, ça fait 8 ans qu'il travaille pour la maison. Et lui a pris la direction, le management du café Laïcha. Okay. Du Laïcha. Parce qu'il était chez nous, et puis je me suis dit, allez, il faut qu'il évolue, et donc lui a pris la direction. Il n'y a pas que Marine, il y a un environnement quand même de personnes fidèles. On pense aussi à nos plongeurs qui sont là depuis le début. On pense aussi à Christopher qui a fait 2-3 heures de repassage chez nous au début, et maintenant il est presque chef de rang, voilà, en salle. Enfin bon. Et le côté équipe, on en revient au problème est indispensable pour faire fonctionner un restaurant. Qu'est-ce que c'est qui fait que Yamcha est aussi une valeur sûre sur la durée? Qu'est-ce qui fait que depuis 2009, on a envie de venir manger chez toi? Je ne sais pas si c'est une valeur sûre, mais en tout cas, on se donne du mal. Il y a une vraie sincérité au quotidien, tourner la clé et faire bien. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Alors justement, on a parlé un peu d'Omnivore. Tu disais, tu étais une des premières à être... Enfin, Luc Dubanché, il m'a parlé des premières scènes avec Adeline Grata. Il m'a dit, j'étais très émue parce qu'il y avait la force du propos. Tu te rappelles de ça, toi? Non, pas du tout. Moi, je me rappelle être tétanisée à chaque fois que je montais sur scène. Je me rappelle avoir cramé une sauce en direct devant toute la profession. Et c'est l'histoire. Et je le faisais parce que au début je disais non, je veux pas le faire, puis après j'acceptais. Mais c'était voilà. C'était le coucou de Rennes et le vinaigre de riz qui cramait sur le côté. C'était terrible. J'ai cuit un poulet en fait en direct, un coucou de Rennes pendu, parce que je voulais démontrer qu'en 18 minutes, si on avait tous les facteurs réunis, on pouvait avoir entre cuisse et suprême une cuisson parfaite. J'étais acharnée à vouloir montrer ça parce que c'est ce que je faisais au restaurant et ça marchait. Et donc je l'ai fait en direct, mais où là j'ai été très mauvaise, c'est que je me suis aventurée sur le côté à faire mes sauces, le shaoxing et le vinaigre de riz noir, et il y avait mon vinaigre qui cramait devant tout le monde et on me disait ça brûle, et je voyais rien, j'étais acharnée après mon four parce que je flippais que ma cuisson soit pas réussie, je voulais découper et tout et montrer. Bon, mine de rien, la cuisson avait été réussie, j'avais reçu les félicitations de Jean-François Piège pour cette cuisson incroyable. C'est pas mal alors. mais le vinaigre avait cramé. Enfin, je suis sortie, j'ai pleuré. C'était horrible. C'était. Enfin bon. C'est passé. C'est passé, mais ça fait des moments forts.
Quand il arrive des choses comme ça, c'est toujours des anecdotes et ça fait des moments forts dans oui, un festival. Mais parce qu'on a parlé, toi et moi, de festivals, d'événements, de presse, de médias et de communication de la gastronomie. Et tu m'as dit, Omnivore, c'est un peu à part parce que c'est un festival où il y a de la réflexion. Il y a toujours eu beaucoup de réflexions sur les sujets amenés, sur la programmation. Et puis c'est surtout un festival où on demande aux chefs de s'exprimer, soit par leur cuisine, soit par leur point de vue. Et il y a de l'analyse. Il y a de l'analyse parce que les interviews ont toujours été bien menées. Voilà. On se souvient de Sébastien Demorand qui mettait le feu sur scène. On se souvient de Luc Dubanchet. Voilà, c'était plein d'émotions, c'était vrai, et ça l'est toujours. Maintenant, on est passé sur une autre chose, il y a beaucoup d'exposants. C'est autre chose, c'est notre époque, c'est différent. Mais il y a 20 ans, moi je me souviens très bien. Tu te souviens de quoi? Je me souviens très bien de Sébastien Demorand et Luc Dubanchet qui venaient manger à l'Astrance. Et ils nous faisaient chier parce qu'ils décollaient pas avant 16-17 heures. Ils faisaient des tables, on se dit « Oh, c'est pas possible, on va pas avoir de coupure encore. » Mais parce que c'était des vrais... Ils adoraient manger, ils adoraient boire, ils adoraient ça. Et puis derrière, ils écrivaient. Ils écrivaient comme des dingues et de leur passion, de leurs produits. Et ils ont fait naître quand même... par leur loquacité, par leur talent d'écriture, beaucoup de choses. Alors justement, tu veux dire un petit mot? Tu l'embrasses? Un petit mot. Est-ce que... Luc, je voulais te demander quel était ton souvenir frappant des premières démos d'Adeline qui, elle, était pétrifiée avant d'entrer sur scène. Et toi? Ah non, mais moi, j'ai pas du tout ce souvenir-là d'Adeline. Hein. Voilà. Moi, j'ai le souvenir de ce qu'elle est, c'est-à-dire une chef déterminée, avec un charisme et des mots incroyables. Je la revois à la Mutualité, dans la salle de la Mutualité, totalement embarquer le public avec elle. Je crois même qu'il y avait une standing ovation à la fin de sa démonstration. Et il y avait zéro stress dans mon ressenti et dans celui du public, parce que Adeline, elle a cette chose particulière qui, je crois, est aussi symptomatique de ce qui est aujourd'hui présenté ici, encore une fois, à Omnivore. C'est sa singularité, c'est cette capacité à croire en elle, par elle-même, et à construire de manière très très forte une cuisine qui est sa cuisine, quoi. Et Yamcha, c'est... je sais peut-être qu'elle ne le sait pas, mais ça m'est jamais arrivé dans ma carrière de recevoir un coup de fil d'un chef. Et un jour, j'étais dans le 16e arrondissement, donc pas très très loin du lieu où on s'est rencontrés pour la première fois, qui est l'Astrance, et je reçois un coup de fil de Pascal Barbeau. Et Pascal me dit, écoute, je vais te dire, j'ai quelqu'un qui est passé chez moi, qui va ouvrir dans quelques temps, tu ne peux pas ne pas y aller. Mais il me dit, mais il faut pas qu'elle sache, il faut pas que tu lui dises. Je l'apprends aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Je l'apprends aujourd'hui. Donc Pascal Barbeau, qui était là il y a quelques minutes, il m'a appelé pour me dire Adeline Grattard. Donc je lui dis, mais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Adeline, et elle va ouvrir, et ça va être magnifique. Et donc... C'est bon, ça. Et Pascal vous me saviez comme j'en ai bavé là-bas. Oui, parce qu'on vient d'y aller, c'était juste avant. Voilà, et donc c'est ça le souvenir d'Adeline. Mais attention, on n'est pas là pour se raconter l'histoire passée. Non. On est là pour pour raconter ce qui est là. Mais c'est des moments merveilleux. Merci d'avoir évoqué Sébastien, parce qu'évidemment, c'était une complicité. Et on était effectivement... On ne peut pas ne pas penser à lui. Et ce que je vais conclure par ça, puis après je vais vous laisser avec Adeline et avec Anne, c'est... on restait tard avec Sébastien jusqu'à 16h ou 17h même à l'Astrance, pas parce qu'on avait trop bu ou parce qu'on avait trop mangé, mais parce qu'on est en échange perpétuel avec Pascal, avec Christophe, pour comprendre ce qui se passait dans la cuisine. Et puis c'est comme ça que ça a accouché aussi d'Omnivore et de ce que vous vivez aujourd'hui. Et c'est comme ça, je pense aussi, que la génération d'Adeline est arrivée et a tout... emporté avec elle, quoi. Voilà, de manière magnifique. Mais vous écriviez comme des dingues, c'était nouveau, c'était nouveau. Voilà. Nous, jeunes cuisiniers, on dévorait ce que vous écriviez.
Eh bien, vous pouvez, moi, c'est évidemment applaudir Adeline Grattard parce que c'est elle la star. Merci beaucoup. Alors, quand Luc et Sébastien sont allés te trouver, etc., c'était pas parce que tu avais beaucoup communiqué, hein, Adeline. Parce que toi et la communication, c'est pas une super histoire. Apparemment, je pense que Pascal Barbeau s'en a occupé. Exactement. Non, ce que tu m'as dit, c'est moi, je suis encore de la vieille école. J'estime que c'est par mon travail que les gens me trouveront tout seul. Et tu n'as pas encore fait ce pas, je ne suis pas sûre que tu le fasses, de l'agence de communication qui va s'occuper de travailler mon image. C'est quoi ton avis là-dessus ? J'ai toujours voulu être très indépendante et je pense que je ne supporterai pas. J'ai un emploi du temps très chargé, très millimétré et je ne supporterai pas passer du temps avec mon agent de communication on appelle ça comme ça, un agent, mon agent qui me dit voilà, il faut, Adeline, que tu sois là à 16h pour telle interview, il faut te montrer là, il faut te montrer là. Je pense que c'est juste impossible à caser, déjà dans ma propre organisation. Et puis, je ne serai pas soumise à ça. J'ai pas envie qu'on dicte mon parcours, j'ai pas envie qu'on dicte mon image. Et j'ai pas trop envie de me montrer. En fait, ça m'intéresse pas de publier, d'avoir un propre Instagram, ce que je mange le week-end. Mon petit garçon manger sa première glace à la fraise. Je pense que ça n'intéresse personne, d'ailleurs. Et si j'avais aujourd'hui, parce que je note bien l'importance des réseaux pour se faire connaître, il y a quand même une vraie concurrence et c'est important d'être visible. Si j'avais du temps, j'aimerais le faire par moi-même ou collaborer. Mais être débordée et faire travailler quelqu'un à ma place sur mon image, ça ne m'intéresse pas en fait. Après, tu es tout à fait consciente que toi, tu as commencé en 2009, que tu as eu Netflix, où on en parlait. Il n'y a que 4 Français qui ont fait Chef's Table et ils ont eu un écho international que tu mesures encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on jouit d'une clientèle internationale très affûtée, très gastronome, très intéressante et grâce à ce reportage sur Netflix, Chef's Table. Donc effectivement, si on n'avait pas eu ça, peut-être qu'on aurait dû communiquer. Peut-être. Je ne sais pas. Enfin, quelqu'un qui ouvre dans un quartier, qui cuisine bien, qui reçoit bien les gens, à mon avis, il cartonne quand même. Bon. C'est plus sur la durée où effectivement, bon voilà, mais au chef de se renouveler, au chef de savoir avoir tous les jours la même générosité, à l'équipe d'accueillir comme il faut tous les jours. Et ça, c'est le vrai défi. C'est ça. Juste avant de terminer et d'accueillir la petite team Yamcha sur le plateau, je voudrais savoir si vous avez des questions, des remarques, des choses à partager avec Adeline. Des questions ? Elle vous a scotché, quoi. C'est ça ? Oui, c'est vrai ? Non. Vous voulez lui dire quelque chose ? Bonjour Adeline. Bonjour. Ça va ? Ouais. Ça va, j'ai été bouleversée par Luc qui a révélé qu'en fait Pascal Barbeau avait ameuté tout Paris pour qu'on vienne à mon ouverture. Voilà. On a une histoire en commun avec Adeline, puisque Adeline a eu la gentillesse de venir à Évian il y a quelques années faire une démonstration qui était merveilleuse, qui a emporté 100 personnes pendant toute une soirée, et ça reste un très grand souvenir, donc je la remercie. Et puis j'ai été particulièrement ému par ce que tu disais sur la salle, parce que c'est super compliqué. Pour la profession, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un moyen de reformer nos jeunes et qu'ils aient envie de venir en salle, comme derrière les fourneaux. Merci. Est-ce que vous avez autre chose ? J'arrive, j'accours. Oui, moi je voulais juste vous dire que j'étais présente à la mutualité et que j'avais vu votre démonstration. Vous avez vu le vinaigre brûlé ? Exactement. Et j'ai le souvenir vraiment d'une des meilleures démonstrations de cuisine. Parce que la technique que vous aviez montrée avec ce poulet, je m'en souviens encore, et il n'y a pas tant de démonstrations comme ça que j'ai en tête avec autant de présence.
C'était un peu risqué, j'avoue. Maintenant, je ne sais pas si je le referais. Mais par rapport à toutes les autres démonstrations qui étaient des démonstrations qui étaient beaucoup moins visuelles et beaucoup moins intéressantes techniquement, parce que c'était des démonstrations sans prise de risque, avec des mises en place qui arrivaient directement dans des boîtes, je vous avais trouvé extrêmement courageuse et extrêmement cuisinière, en fait. Merci. Et j'ai vraiment un souvenir qui est, je pense, indélébile de cette démonstration. Merci. Mais c'est ça tenir un restaurant, c'est prendre le risque tous les jours de faire de la cuisine. Parce qu'en fait, les trucs mis en place, qui traînent dans les frigos, alors on est sûr de soi, ça peut être parfait, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait le même mouvement, je ne suis pas sûre qu'il y ait la même émotion. Et ça, c'est mon combat, c'est ma vie. Je veux me battre, je veux cuisiner. Merci. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on accueille la team Yatcha, parce que j'aimerais faire une photo de team et puis aussi partager ce moment avec eux. Vous venez avec nous? Elle est restreinte. Tu nous les présentes? Oui. Alors, la fille, allez, venez, c'est ici que ça se passe. Alors, on accueille Marine, tu nous les présentes en même temps. Marine, elle est là depuis 11 ans, c'est ta sommelière, directrice de salle. Elle n'est pas directrice de salle, il n'y a plus de directeur. Mais c'est Marine, elle est là depuis 11 ans. Et puis sans elle, les choses ne seraient pas pareilles. Voilà. Et c'est une sommelière de dingue, c'est une passionnée. Elle est toujours là. Elle a toujours été là. Elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Elle est là. On continue. Après, dans les anciennetés... Venez plus près. Il y a Sanchez. Il ne s'appelle pas Sanchez. C'est pas du tout son prénom. Il s'appelle Adrien, mais un jour, je ne me rappelais plus au début comment il s'appelait, puis comme il a une tête un peu espagnole, j'ai dit « Hey Sanchez, tu veux pas emmener les assiettes à la 2 ?» Donc il est resté ça. Donc lui, il dirige le café. Ok. Fidèle, stable, un vrai magasinier. Tout ce qu'on il aime, court partout, il a des grandes jambes, il court partout. Il y a Nathan qui vient de rejoindre l'équipe. Ça fait pas longtemps qu'il est là, donc on se connaît peu, mais il a repris un poste important chez nous, le poisson, les sauces. Donc il est à Yamcha. Et la cuisine. Il a repris un poste de cuisinier, donc on espère qu'on va faire affaire et qu'on va bien s'entendre. Il y a Nathan, Godefroy, c'est son surnom aussi. Non, il vient nous aider en extra en salle, qui est un jeune très prometteur dans les métiers de la salle. On aimerait tous qu'il soit comme ça. Ok. Et puis, il y a Léonard, mon second, qui est là depuis 7 ans. C'est Léonard. Depuis 7 ans. Voilà, il s'appelle Pivert. C'est Pivert. Voilà. Et donc, puis, on n'est plus beaucoup. Hein. Il y a un petit bonhomme Il y a un petit bonhomme que tu es en train de former pour la salle. Je ne sais pas, ou la cuisine, enfin bon, je ne sais pas. Si les enfants poursuivront dans la restauration, mais on souhaite à tous les jeunes qui ont envie de s'engager, d'avoir une histoire dans la restauration, d'avoir une histoire d'identité. Pas dans la restauration, je m'exprime, d'identité, de former autour d'eux un univers, et ça, je pense que c'est ce qui permet de se lever au quotidien. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on applaudisse l'équipe Yatcha et Adeline Grattard.